Donc qui suis-je? Donc je m'appelle Jérôme Lecoq et je suis un philosophe praticien. Voilà. Donc bon, ça peut paraître un petit peu curieux d'accoler le terme de pratique à la philosophie qui, parce que les Émirailles encore une réputation assez académique, abrupte, quelque chose d'ardu. Il y a des gens qui écrivent des choses incompréhensibles. Je trouve que nous, on remet un peu, disons, la philosophie au goût du jour, mais la philosophie telle qu'elle se pratiquait, telle qu'elle se pratiquait en fait, et pas telle qu'elle est professée, je dirais. Et donc on revient à ce que j'appellerais la philosophie ad hominem, c'est-à-dire qui s'adresse à l'homme, hein, qui parle à l'homme, et qui interpelle le sujet. À l'instar des psychologues d'ailleurs. Hein. Comme les psychologues, nous interpellons un sujet. Hein, simplement, nous ne l'interpellons pas sur son vécu, sur son intimité. Nous ne sommes pas là pour le guérir, ni pour qu'il se sente bien. Même si les gens se sentent bien, j'ai rien contre, tant mieux. Mais je dirais nous sommes là plutôt pour le faire penser, pour le faire réfléchir, et pour finalement, je dirais, coller à la tradition de l'oracle de Delphes, c'est-à-dire connais-toi toi-même. Hein. Donc cette pratique, si vous voulez, a comme principal effet et comme objectif principal de faire en sorte que les gens qui y participent apprennent à mieux se connaître. Hein. Alors ça veut dire mieux se connaître soi-même, mais mieux se connaître également en groupe, hein, puisque c'est le type d'exercice que je pratique de plus en plus sur des collectifs, dans des équipes constituées en entreprise, mais aussi dans d'autres cadres de gens comme vous qui ont un lien, je dirais, professionnel très ténu, voire nul, hein, mais qui sont amenés des fois à se rencontrer. C'est ce qu'on va plutôt faire ici, puisque, je dirais, cette pratique tourne beaucoup autour du questionnement. Hein. Je dirais, le questionnement, c'est le moteur essentiel, c'est le moteur de la pensée. C'est à partir d'une question qu'on commence à faire tourner l'esprit et on commence à réfléchir, quoi, tout simplement. On commence à penser. Hein. En tout cas, pour un philosophe, pas de question, pas de pensée. Hein. Et pas de problème, pas de question. Hein. Donc en fait, tout part du problème. Hein. Alors là, je fais juste une petite parenthèse, puisqu'il y a une revalorisation du problème, un peu à l'instar des mathématiciens, pour qui on vous pose un beau problème. Voilà. Donc au cours de cette pratique, je vais vous soumettre à un certain nombre de problèmes. Mais le truc, c'est que ces problèmes, parfois, ils vous toucheront vous-même. Hein, c'est-à-dire que c'est des problèmes que je trouverai sur vous. Alors quand je dis un problème, c'est par exemple une incohérence, quelque chose qui n'est pas logique, quelque chose qui ne paraît pas authentique. Voilà. Donc c'est donc un exercice qui n'est quand même pas anodin, même si c'est un jeu qui, a priori, il n'y a pas d'enjeu. Assez curieusement, je ne sais pas si c'est curieux, mais on se prend rapidement au jeu. Hein. Puisque finalement, ce qui est en jeu, c'est un peu notre être. Voilà. Voilà, ça a des effets, ça fait travailler, ça questionne. De temps en temps, ça peut agacer, voire agresser, parce que, par nature, je dirais la question, poser une question à quelqu'un, c'est une agression. Hein, puisque, alors après, ça dépend, je dirais, de la nature de la question et aussi de la forme avec laquelle elle est posée. Mais je dirais que questionner quelqu'un, c'est lui poser une exigence. Hein, même quand vous demandez votre chemin à quelqu'un dans la rue, vous arrêtez son flux mental et vous dites, tiens, est-ce que vous pouvez me donner le chemin? Donc la personne est obligée de réfléchir, s'interrompre, et de rendre service. Voilà. Donc moi, quand je pose des questions, je pose un certain nombre d'exigences. Alors il se trouve que la plupart du temps, les exigences que je pose sont assez élevées, je dirais, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les discussions de la vie de tous les jours, et même au bureau, je dirais. Hein. Voilà, donc face à une exigence, vous faites, c'est exactement comme un atelier de gymnastique, quoi. Si le prof vous dit de faire 20 pompes, il dit, mais attends, je suis obligé de faire ça? Non, t'es pas obligé. Si tu le fais pas, tu n'auras pas d'abdos, c'est tout. C'est ton choix. Hein. Donc c'est un exercice qui fait travailler des compétences et des attitudes. Hein. Et donc ces attitudes, c'est là où je mets le niveau d'exigence en fait, qui est assez élevé, c'est sur les attitudes. Alors, je dirais, je vais les citer grosso modo. Il y a tout
tout d'abord, il y a la clarté. Donc, j'ai un niveau d'exigence assez fort sur la clarté, et ça, je dirais, c'est pour, comme disait Descartes, c'est pour le sens commun, c'est pour que la raison commune opère, pour que tout le monde y ait accès. Quand vous parlez, vous devez être clair. Ça ne veut pas dire que vous devez être clair immédiatement, mais je vais vous aider, le groupe va vous aider à être plus clair, pour vous-même et pour les autres, et pour autrui. Hein? Là, c'est la première exigence. Donc déjà, celle-là, elle peut être assez forte, quoi, parce qu'il y a des gens, la clarté, c'est pas trop leur truc. Quoi, hein? La deuxième, c'est l'authenticité. Hein? Être authentique, c'est un peu laisser tomber les codes habituels, les codes sociaux, la politesse, enfin, quoique j'ai rien contre la politesse, simplement, à certains moments, la politesse peut faire obstacle. Donc, il y a l'idée aussi de se tranquilliser. Hein, donc, c'est pour ça que la troisième très importante, c'est la confiance. Donc, c'est avoir confiance en soi, avoir confiance en autrui. Autrui n'est pas là pour nous agresser. S'il vous pose une question, c'est pas parce qu'il vous veut du mal, c'est pas parce que... Donc, le mot s'intéresse à vous. Voilà. En tout cas, les philosophes, c'est le pari que je fais, c'est que si on est là pour s'intéresser à autrui, et pas pour donner son opinion. Hein. Alors, même si à un moment, je vous demanderai votre opinion, mais ça sera dans un cadre assez précis qui sera ce que j'appelle une hypothèse. Une hypothèse, c'est une espèce d'opinion, mais après qu'on va étudier, hein, et qui fait suite à une question. Hein. On pose une question, on répond par une hypothèse ou une opinion. Puis après, cette opinion, comme la plupart du temps, ces opinions sont pas élaborées, ne sont pas élucidées, elles peuvent être assez spontanées, donc elles ont un côté, je dirais, non dégrossi, quoi. Hein, à part les gens qui ont beaucoup réfléchi à certaines questions. Voilà. Et donc on va travailler ensemble, voilà, on travaille l'opinion. Enfin, un peu comme Socrate, on l'a déconstruit, et puis on la réélabore avec les contributions de chacun. Donc c'est un peu, ça ressemble un peu au jeu de Lego aussi, si vous voulez. Hein. On pose une brique, après l'autre pose la deuxième, etc. On voit que les trous correspondent bien avec les encoches, tac, on marie les couleurs, etc. Voilà, il y a un peu ce côté constructiviste, je peux dire. Hein, voilà. L'autre, je dirais, attitude ou exigence que j'ai, c'est d'être présent. Hein. C'est d'être présent à la fois à soi-même et à autrui. Hein. Là, c'est difficile parce qu'il faut être à la fois dedans et dehors. C'est-à-dire, des fois, je vous demanderai à la fois de penser à ce que vous faites et à l'image que vous envoyez, et d'autres fois, justement, à sortir de vous-même et à vous voir de l'extérieur. C'est ça qui est assez difficile. Hein. Donc, ça constitue un peu un arrachement à soi-même. Hein, ce qui peut pas, ça paraît un peu violent comme ça, dit comme ça, mais il y a beaucoup d'idées dans la philosophie que finalement, quand on cogite, quand on réfléchit beaucoup, on est beaucoup un peu dans son monde. Et finalement, c'est pas vraiment de la pensée qu'on produit. C'est quelque chose d'assez, je dirais, incoatif, dans le sens que quelque chose d'incoatif, c'est quelque chose qui est en mouvement, mais on ne sait pas d'où ça vient ni où ça va. Quoi. On produit du flux. Là, l'idée, c'est pas de produire du flux, mais c'est de s'arrêter sur les choses et de produire une pensée, de construire quelque chose. Autre exigence, alors c'est une certaine empathie, mais je dirais c'est pas l'empathie au sens bienveillance, coach, c'est plutôt de l'empathie au sens comprendre. Et d'ailleurs, je vous demandais à un certain moment de dire, à votre avis, qu'est-ce qui traverse autrui, quelle est son émotion, par exemple, pourquoi il se comporte comme ça. Hein. C'est de pouvoir comprendre, au-delà de la compréhension logique et de la grammaire, des mots, donc, ce qui se joue dans un individu à un moment donné pour qu'il ait telle ou telle attitude. Hein. Donc c'est ça pour moi l'empathie, je dirais c'est une empathie cognitive, hein, plutôt intellectuelle, on va dire. Voilà, quoique, bon, je vous dis, le côté émotionnel, je ne le gomme pas, hein, je sais qu'il existe, on essaie de l'apaiser au maximum, mais je dirais, mon objectif n'est pas de faire en sorte que vous vous sentez bien. Hein, donc, je vous mets en garde, je ne suis pas là, ça ne veut pas dire que je vous veux du mal, ça veut pas dire que je suis là pour faire penser. Vous voyez, vous voyez tous que vous regardez d'un drôle d'air. Je sais que ça fait bizarre de dire ça à notre époque. Donc c'est pareil, la pensée c'est pareil. La pensée c'est pas naturel. Alors ça paraît aussi bizarre de dire ça, mais moi je viens d'écrire un bouquin là-dessus, hein, qui s'appelle La pratique philosophique pour tous. Vous trouvez ça sur Amazon. La pensée ça s'apprend. Hein. Et finalement, si on regarde bien, on n'a pas beaucoup appris à penser, je dirais, au cours de nos formations, notamment les études, enfin des scolarités. Ces compétences, enfin, grosso modo, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a l'approfondissement de la pensée. Et à l'intérieur de l'approfondir la pensée, je mets l'analyse, la synthèse,
l'identification des présupposés, l'explication, l'argumentation, l'interprétation, le fait de poser un jugement et le discernement. Voilà. Ça, c'est le premier bloc. Deuxième bloc, c'est la problématisation, donc le fait de poser un problème. Et comment on pose un problème? Généralement, c'est en posant des questions et en faisant des objections. Donc, vous verrez un peu, on fera un petit exercice pour que tout ça soit plus concret. Puis la troisième partie, c'est la conceptualisation. C'est à la fois la capacité à identifier, utiliser et créer des concepts. Alors, le fait de créer des concepts, bon, ça, je dirais que c'est plutôt réservé aux philosophes professionnels, mais des fois ça arrive. On trouve un nouveau concept, tiens, ben voilà. D'ailleurs, un philosophe qui s'appelait Deleuze, lui disait que la philosophie, c'était défini par la création de concepts. Voilà. Et en ça, il rentrait en compétition à l'époque avec la publicité.